Mes amis, vous reconnaissez un invité, l'invité surprise de la rentrée, qui est une célébrité mondiale. Maintenant, il est belge en plus, le pauvre, on le plaint. Je crois que vous avez fait des études à l'Université catholique de Leuven. Louvain et Leuven, je suis bilingue, oui. Et donc, c'est le professeur Martin Zizi, vous le reconnaissez. Vous le voyez partout sur Twitter, sur X, comme on dit maintenant. Il va évidemment nous parler de la variole du singe, la fameuse monkeypox. Et c'est l'occasion d'avoir un entretien de rentrée sur la situation sanitaire, la politique sanitaire mondiale, sur le vaccin, puisque le courrier des stratèges a passé pas mal de temps à dénoncer le narratif du vaccin, ce qui nous a valu pas mal de mésaventures. Et c'est l'occasion d'en reparler. On parlera de la notion de complotisme, j'espère, dans cette interview. Mais tout de suite, je voulais attaquer parce que j'ai titillé Martin ce matin. Vous êtes à Los Angeles, là, si Je suis en fait à Mountain View, c'est un peu plus au nord. C'est Californie. Même fuseau horaire, 500 km plus au nord. C'est la classe. C'est vous qui le dites. La Californie du Nord, la Silicon Valley, c'est une bulle dans la bulle dans la bulle. États-Unis sont la bulle, Californie est une bulle, et la Silicon Valley, c'est la bulle absolue. Mais ça, c'est un autre débat. Bon, alors donc, on le redit, vous êtes épidémiologiste. Redites-nous vos. Okay, en gros, c'est très simple. Je suis médecin clinicien au départ. En gros, c'est simple. Je suis médecin clinicien. Et quand vous faites de la clinique et que vous êtes intéressé au mécanisme des choses et toujours fait de la recherche en parallèle, vous finissez par diminuer la clinique et faire de la recherche quasi au départ, 80% du temps, puis plein temps. Donc, j'ai fait une thèse en biologie moléculaire. Et puis, comme je veux aller encore plus loin, j'en ai fait une seconde en biophysique. Ça veut dire, vous prenez un package de physique pour comprendre les forces fondamentales qui font que l'ADN se duplique. C'est de l'électricité, en fait. C'est vraiment l'électrostatique. Donc, vous allez de plus en plus dans la matière avec des concepts et le pouvoir des sciences de base. Vous appliquez à la biologie. En faisant ça, j'ai fait une carrière à la fois académique et gouvernementale. J'étais un conseiller du gouvernement belge pour plusieurs ministères et j'ai créé un département d'épidémiologie parce qu'on en avait besoin au niveau du ministère de la Défense. Et donc, oui, j'ai ces différentes casquettes. Ça ne veut pas dire que je suis super intelligent ou malin. Ça veut dire que j'ai une vie intéressante et j'ai honnêtement des publications dans des belles revues de bonne tenue, publiées dans les systèmes peer review, dans 3 domaines différents, allant de la médecine à la biostatistique, à la physique. Ce qui fait que soit les gens croient que c'est 3 personnes différentes, soit les gens disent que je suis un fake et que j'existe pas, et puis voilà, je suis devant vous. Vous faites quoi en ce moment à Mountain Views? Là, je fais la 4e partie de ma vie. Il y a une dizaine d'années, j'étais un peu frustré de toujours faire la même chose. Je donnais cours de neurosciences. C'est à la limite entre la physique et la physiologie et la neuro. Et donc, à un moment, c'était intéressant, la recherche et les cours, mais c'est toujours la même chose. Donc, j'ai décidé de me privatiser. Alors, j'ai essayé ici et là. J'ai fait une petite entreprise en Belgique. J'en ai fait une petite start-up qui est géniale, mais qui a encore besoin de 15 ans de recherche. Donc, c'est pas une vraie start-up. J'étais un peu bête. Je ne comprenais pas encore qu'il fallait répondre à un besoin immédiat, pas un besoin dans 15 ans. C'était avec la spectroscopie terrestre et c'était en plus avec Luc Montagnier. Donc, pour dire des choses dont les gens ne sont pas au courant. Et puis, je suis venu aider un de mes amis à faire une start-up en Californie en medical technology. Et après 2 ans et avoir fini mon boulot pour lui, j'ai créé ma propre start-up parce que finalement, je me dis, je connais la médecine, je connais le gouvernement, je connais la physiologie, je connais ça, je connais la physique. Qu'est-ce que je peux faire de pratique maintenant? Parce que rester à l'UNIF en publier, c'est bien, c'est préparer la génération suivante, mais c'est stérile. Qu'est-ce que je peux faire de pratique de ces 10 doigts et de ce petit cerveau avant qu'il meure? Et donc, je fais une technologie. En fait, je couple notre neurophysiologie, je reviens, avec ce genre d'appareil. Ça veut dire les smartphones et les tablettes, parce qu'ils ont des senseurs de position, accéléromètre et gyroscope, qui ont une extrême sensibilité. Extrême, je veux dire qu'ils mesurent des choses qui ne sont pas des mouvements, qui sont aussi grandes mécaniquement que les contractions des fibres musculaires individuelles. Bon, il y a beaucoup de processing, il y a beaucoup de code à faire, mais si vous avez ça, vous liez sans électrode, directement en touchant un device, vous liez l'appareil avec votre système nerveux. Et j'utilise, notre corps est un mot de passe d'1 million de caractères, vous n'avez pas à apprendre, j'utilise à des fins d'encryption. On va sortir sur le marché dans l'année qui vient et je crois qu'ils auront une raison de plus de me détester. Parce que tout passe sur votre device, tout sera encrypté par votre corps. Donc, good luck
aux Meta, aux Google et aux autres qui veulent commodifier et vendre nos données, ils vont avoir un problème. Donc, si je survis, je crois que j'aurai peut-être un impact grâce à ça. Et si je ne survis pas, je serai mort joyeux en ayant essayé. Bon, on y reviendra. Alors, d'ici là, en tout cas, ce qu'il faut redire, c'est que vous n'êtes pas Hurluberlu, zinzin, complot-plot. Vous connaissez la machine politique, la machine gouvernementale, et vous n'êtes pas dans un conflit puéril, j'allais dire, avec le système. Donc, on n'est pas dans un délire énorme. C'est important pour les normistes qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire le mec n'est pas complètement zinzin, quoi. Disons, ils peuvent le penser, mais ils vont peut-être être convaincus en disant j'ai quand même un doute. C'est ça, c'est là où on peut gagner. Oh, il a l'air un peu allumé, et il est belge en plus. Flamand, c'est pire. Ah oui, c'est grave. En tout cas, je vous remercie de l'opportunité et de cet entretien. Ça doit être dit. Alors, je vous ai envoyé donc un article qui affirme que les myocardites, je relis parce que moi je suis nul en sciences, les myocardites post-vaccination Covid-19 sont moins sévères que celles liées à une infection par le virus. Et je trouve que cet article a retenu mon attention puisque je passe en revue la presse internationale et française et j'ai remarqué que la presse américaine était irriguée du même article en même temps que Le Monde, dont on sait qu'il n'est pas très loin des intérêts de Big Pharma. Alors, quand on voit ça, pour moi, ça veut tout de suite dire, tiens, il y a une campagne payée par Big Pharma pour sortir un narratif pour expliquer la question des myocardites et de la vaccination. Est-ce qu'on peut rapidement faire le point, notamment que vous nous disiez ce que vous pensez de cet article? Bon, d'abord, je vais être poli parce que si j'étais sur une autre chaîne, je dirais que c'est de la C ou de la D. Donc, je ne peux pas ici parce que nous sommes entre gens polis. En gros, cet article est encore une fois de la science politisée. Vous savez, c'est pas parce que quelque chose est peer review que c'est parfait. Ça dépend du système de review, ça dépend de comment les reviews font leur boulot. Mais je vais aller au cœur de l'article plus. Parce que je crois qu'il est temps d'expliquer aux gens la différence entre une myocardite virale et une myocardite immune. Et je crois que tout le monde peut comprendre. C'est pas la médecine, c'est très simple en fait. Mais il y a plein de concepts. Donc c'est pas que c'est compliqué par concept, mais quand on a des millions de concepts, on finit par être noyé. Mais chaque concept en lui-même est très simple à comprendre par tout le monde. Donc une myocardite virale, c'est quoi? Quand on a une infection, que ce soit une bactérie ou un virus, on a une réaction inflammatoire au site d'infection. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des globules blancs qui viennent, ils sont attirés par des hormones appelées les cytokines, des chémokines, et il y a une réaction vasculaire. C'est des rougeurs. Bon, on ne les voit pas à l'intérieur si on a une infection pulmonaire, mais le poumon est rouge aussi. Il y a une hypervascularisation, le temps pour le système immunitaire de venir s'immuniser ou le temps de nettoyer et de tuer les bactéries qui seraient éventuellement présentes dans le cas d'une bactérie. Dans le cas des virus, les macrophages viennent pour les avaler. Bon, donc ça c'est une réaction inflammatoire. Ça dure quelques jours. C'est pas chronique, c'est pas agréable toujours parce que quand on a une myocardite inflammatoire, on a un peu le cœur qui peut avoir un petit trouble du rythme, pas de douleur, mais ça passe. Ça veut dire avec des anti-inflammatoires, avec quelques semaines, ça passe. Il y a d'ailleurs des virus, comme les Coxsackie, c'est un nom que les gens n'ont jamais entendu, dont le symptôme principal est une myocardite. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas grave. Et ça peut être plus ou moins fréquent, mais c'est pas important. Par contre, la myocardite post-ARN, elle, c'est un autre animal. Après vaccination. Après vaccination. Comment l'ARN fonctionne? C'est un messager qui vient et qui doit théoriquement aller dans un type de cellule appelée cellule dendritique. C'est des globules blancs qui prennent l'ARN, qui transforment en spike et qui ont la possibilité de dire au reste de l'immunité « attaquez cette protéine en protégeant moi ». Les deux chemins sont nécessaires. Il faut attaquer l'intrus, mais il faut protéger ma propre physiologie interne, sinon je m'attaque moi-même. Ce qui s'est passé dans la vaccination de masse avec ces ARN contre le Covid, c'est qu'on a injecté et nous sommes incapables de cibler ces cellules spéciales du système immunitaire. Donc, c'est allé dans les muscles. Mais le muscle, c'est pas une cellule qui a un rôle immunitaire. Le muscle il va fabriquer cette protéine, il va la mettre à la membrane, et puis il expose le système immunitaire. Il dit rien, il dit pas attaquer ça et protéger moi, il dit attaquer. Et les globules blancs viennent, les lymphocytes, certains types de lymphocytes, reconnaissent le spike, donc s'immunisent plus ou moins bien, parce que là il y a d'autres problèmes, mais s'immunisent aussi contre notre muscle. Ça s'appelle de l'auto-immunité.
Et les phénomènes auto-immunitaires sont connus d'ailleurs, c'est exactement le mécanisme pathophysiologique du diabète de type 1 chez l'enfant. Des infections virales répétées entre 3 et 5 ans avec trop de charge virale, qu'on laisse un peu courir, c'est pas dangereux d'avoir des rhumes, n'est-ce pas? Ça peut conduire à une attaque auto-immune du pancréas, le pancréas étant la glande qui génère l'insuline. Et avec le temps, quand on a 14, 15 ans, on finit par être diabétique insulinodépendant à cause d'un self de ses propres membres cellulaires qui ont été modifiés par des virus. Donc, on ne peut pas dire que j'invente quelque chose, c'est connu depuis 40, 50 ans. C'est ce qui s'est passé dans cette vaccination ARN, où, en fait, le muscle est devenu la cible de notre système immunitaire. Pas chez tout le monde. Parce que cette physiologie, elle est jamais, une réponse physiologique, c'est jamais 0-100. C'est toujours 10, 20, 30, 50 en fonction du contexte. Donc, ça ne se passe pas chez tout le monde, mais il y a un certain pourcentage des gens chez qui on a eu donc une attaque sur les muscles. Ça donne des myosites, ça donne des douleurs musculaires, ça donne des fasciites, tous des syndromes de maladie système. Mais ça peut donner des myocardites. Le cœur est un muscle, on l'oublie. Et donc, une fois que le cœur a cette attaque auto-immune contre lui-même, les symptômes principaux, ça peut être des douleurs, ça peut être des troubles du rythme. Parce que le cœur a cette particularité que s'il s'arrête, on meurt. Donc, le premier symptôme d'une maladie cardiaque, c'est parfois l'exit. C'est pas comme un rhumatisme. Donc, en gros, quand l'auto-immunité touche un muscle tel que le cœur, nous avons des troubles du rythme, nous avons des cardiomyopathies. Bon, c'est chronique. Ça, c'est le deuxième point que je veux que les gens comprennent. Une fois que l'auto-immunité est enclenchée, on ne sait pas l'enlever comme ça. Donc, c'est déjà différent de l'atteinte virale. Ici, l'atteinte virale elle est transitoire, elle n'est pas grave. Ici, on a un phénomène de base lié à votre immunité. Vous vous attaquez vous-même et c'est chronique. Et ce qui intéresse les gens de savoir est l'évolution. Je vais dire à la grosse louche parce qu'il y a plein de papiers et la littérature n'est pas encore tout à fait d'accord. On se base sur des statistiques. Mais en gros, je ne mens pas en disant qu'il y a un tiers des gens qui s'en sortent très bien à 10 ans. Il y a un tiers des gens qui vont voler vers la greffe et il y a un tiers qui vont peut-être se dégrader jusqu'à éventuellement y rester. Bon, un tiers, je le dis chez vous parce que c'est facile pour le public non averti de comprendre, mais ne venez pas m'attaquer si c'est 15%, 18 ou 40, parce que pour moi, c'est important de dire qu'il y a 3 solutions possibles, soit on ne guérit pas mais on s'en sort, on contrôle la bête, soit on a besoin d'une greffe parce qu'on ne sait pas contrôler mais l'évolution était assez lente que vous permettre d'attendre, soit l'évolution a démoli tellement votre muscle cardiaque, etc., qu'à tout moment, lors d'un effort supramaximal ou même sous-maximal selon votre niveau d'entraînement, vous pouvez rester. Et c'est lié au virus. Alors, 2 éléments pour finir, pour tordre le cou à ce papier, c'est qu'on n'a jamais eu de sportifs de haut niveau qui sont tombés sans être vaccinés ces 2 dernières années. Donc, c'est vraiment lié au vaccin ARN. C'est pas fréquent, ça c'est là-dessus qu'il joue. Et le plus gros problème qu'on a avec ça, c'est que ça a été connu. Dès le début, en août 2021, le CDC avait déjà publié un risque augmenté chez les jeunes entre 12 et 30 ans même, et le risque dépendait, le multiplicatif du risque dépendait du sexe. Et je vais expliquer encore pour nos spectateurs quelque chose de très simple en fait. Une statistique de base. Comme par exemple sur les myocardites. On vous a dit ad nauseam, oui mais c'est très rare, c'est 1 par million, c'est 1 sur... Allons au fond des choses. D'abord, les données israéliennes, dès février-mars 2021, donc en début de vaccination de masse, nous disent que c'est selon le sexe, c'est entre 1 sur 3 000 et 1 sur 5 000. C'est déjà pas petit. Mais ils disent, oui, mais c'est rien comparé à ce qui arrive avec le virus. En fait, un effet secondaire de type auto-immunitaire. Supposons que ça soit 100% de casse chez les gens qui ont des cheveux verts et la peau, je sais pas moi, bleue. OK ? Un autre type humain. Chez eux, ça les tue et ça ne tue pas les autres. Donc, sur une statistique de population globale de milliards, ça va paraître infiniment petit, dilué, mais pour ces gens, c'est 100% de mortalité. Donc, on ne peut pas faire, comme ce papier le fait, des statistiques globales d'incidence pour évaluer un risque. Il faut faire de la vraie épidémiologie et sortir, en fait, de la statistique de niveau collège ou même pire, lycée, en fait. Et pour faire la vraie épidémiologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer des pommes et des pommes, c'est-à-dire qu'il faut faire des populations matchées, même avec des petits groupes, 100, 200, 500 personnes, c'est utile. Il faut prendre tous les gens qui ont des cheveux verts avec une peau bleue dans un certain pays, en matchant leur âge, leur sexe, leurs facteurs de risque, habitudes tabagiques, même le niveau socio-économique. Et alors, regardez
ce qui se passe chez les non-vaccinés de cette cohorte, il faut faire 2 cohortes, et on a une certaine fréquence prédictive, et on regarde et on compare avec ce qui se passait chez des vaccinés matchant cette cohorte. Et quand on fait un matching correct qui n'est jamais à 100%, mais qui peut aller jusqu'à 90% parfois, avec des petites cohortes, c'est facile, on peut avoir ce qu'on appelle un odds ratio, c'est-à-dire une augmentation d'un facteur de risque. Et on met juste un signe multiplicatif, c'est fois 1.5, c'est fois 2, c'est fois 10, c'est fois 20. Les données du CDC en août 2021 disait que selon que vous êtes garçon ou fille, vous avez des risques entre x6 ou x20 pour les garçons entre 20 et 25 ans. Ce qui est aberrant, je voudrais dire, que fait la police, sachant qu'on a retiré des médicaments du marché jusqu'avant 2020 pour un odds ratio x2. Donc, par exemple, je crois que c'était le Mediator ou le Vioxx. Le Vioxx a été retiré du marché pour un risque augmenté x2. Ici, on a x20 et on laisse ce truc traîner. Et donc, je dirais que beaucoup de gens dans la science, repris par les médias, se servent de statistiques de base pour faire croire à de la science. On fait des règles de 3 au niveau collège ou lycée et on dit, oui, c'est très rare, c'est plus fréquent chez les virus, ce qui est tout à fait non pertinent, irrelevant, comme on dit en anglais, parce que c'est pas comme ça qu'on assesse ou qu'on mesure un risque. J'espère avoir été clair sur ce point-là. Oui, mais alors, en fait, la question, c'est comment on en arrive là? Parce que on sait, alors je vais me faire l'avocat du diable, oui. Ça va indisposer beaucoup d'auditeurs, mais je me mets à la place de ceux qui développent la technologie de l'ARN messager depuis plus de 20 ans maintenant, puisque on va rappeler que le docteur Fischer, qui a été le monsieur vaccin en France à l'occasion du Covid, s'était fait connaître par l'histoire des bébés bulles, qui étaient les débuts de l'ARN messager, et qu'ensuite il y a eu des recherches américaines qui n'ont pas été tendres pour le docteur Fischer, et qui ont expliqué que la technologie du docteur Fischer, alors je ne comprends rien à tous ces trucs, mais n'activait pas les lymphocytes B de mémoire, et qu'il y avait un ARN messager qui permettait, lui, d'activer les lymphocytes B, et vous comprenez beaucoup mieux que moi tout ce que ça veut dire. Mais est-ce que, on voit bien qu'il y a des dizaines de milliards qui sont consacrés à ces recherches, notamment autour de Bill Gates, le Gavi, l'Alliance pour le vaccin, etc. Ce sont des développements colossaux. Le CEPI, est-ce que d'une certaine façon, l'argument de Big Pharma qui consiste à dire l'ARN messager n'en est qu'à ses débuts et si on parvient à maintenir un financement dans la durée, vous allez voir, ça va être génial et on va transformer l'humanité. Est-ce que cet argument vous paraît audible ou est-ce que vous pensez que l'ARN messager est condamné notamment par les très importants effets secondaires? On voit bien que même chez les normies les plus attachés qui disaient « mais non, c'est du complotisme », il commence à y avoir très souvent un doute de plus en plus assumé sur peut-être qu'on nous a menti. Puis-je vous décevoir, cher monsieur? Je veux une réponse qui va toucher aux deux. Qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Non, mais je crois que votre question est primordiale, mais elle a une réponse en 2 étapes. In abstracto, dans l'absolu, la technologie de l'ARN messager a un avenir fabuleux. Je ne crache pas dans la soupe. J'ai 37 ans de recherche active, j'en ai fait des séquences, j'ai transformé plein de cellules, j'ai fait des mutations ponctuelles, j'ai fait des croisements de gènes. Je me suis entre guillemets, amusé, mais toujours dans le cadre de la loi et en étant prudent, pour mettre des médicaments au point qui n'étaient pas ARN, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec l'ARN? C'est qu'on a une technologie qui, si elle est maîtrisée à 100%, permet de faire ce qu'on va appeler la precision medicine. La precision medicine, c'est faire un médicament pour vous et pas pour moi. Vous avez un problème parce que votre diabète n'est pas le mien, votre pharmacogénétique, votre réaction au médicament n'est pas la mienne parce que les récepteurs sont un peu différents. On peut analyser tout ça et dire, voilà ce qu'il vous faut pour vous. Donc, in abstracto, c'est une vraie révolution, mais elle a besoin encore de 2 ou 3 prix Nobel avant d'être injectée dans tous les bras de la planète. Et c'est là où on a foiré, et c'est là peut-être le risque de la condamner à jamais. Vous comprenez? Tout va dépendre de comment ils vont gérer la crise. Si j'étais Big Pharma, moi, j'aplatis, je me calme et je dis OK, et j'essaye de limiter la casse, mais ils veulent pas. Ils font ce qu'on appelle en anglais doubling down, tripling down, parce qu'ils veulent passer en force. Maintenant, je reviens aux problèmes de cette technologie qui sont évidents, et j'ai même pas besoin de ma série de publications. C'est dans les bouquins qu'on enseigne à tous les étudiants de France, Navarre, de Belgique, Californie ou du Chiapas au Mexique. C'est partout. Quand on veut produire une protéine, il y a une certaine quantité.
Il faut savoir que si je mets un message, ce n'est pas la protéine, ce n'est pas l'effecteur final, ce n'est pas le médicament. Le message doit être traduit. Et cette traduction n'est pas linéaire. Ça ne veut pas dire que pour une molécule de message et une molécule produite, en général, il y a d'abord une amplification, mais cette amplification n'est pas contrôlable ni contrôlée. Ça veut dire qu'il y a des gens chez qui il y a, pour la même quantité d'ARN, 1 de production, d'autres chez qui il y en a 10, d'autres chez qui il y en a 100 et d'autres chez qui il n'y a rien. Quand un médicament n'a pas d'activité, c'est-à-dire liée à sa production, je veux dire contrôlable, c'est pas un médicament, c'est même pas un vaccin. Donc là, il y a un vrai problème. Un deuxième problème, je vais aller assez vite, mais très clair, et c'est dans les bouquins, ça. C'est parce que la production de protéines dépend du métabolisme, dépend de votre âge, dépend de plein de facteurs qui sont dans les textbooks de médecine. Maintenant, quand on revient au problème d'auto-immunité, qui est lié à un autre problème de la plateforme ARN, c'est que on doit aller, pour la précision de médecine, dans la cellule de référence. Si vous avez le foie abîmé, je ne vais pas aller changer une protéine dans votre cerveau. Vous comprenez? C'est la même chose dans le cas d'un vaccin. Je dois aller vers des cellules dont le rôle physiologique dans mon corps est d'être immunocompétente. Ça s'appelle les cellules dendritiques, ça s'appelle des macrophages, il y en a 5 ou 6 types. Et aller vers d'autres cellules, c'est une catastrophe parce que ça ouvre la porte de l'auto-immunité. Vous n'allez pas me croire, mais nous ne sommes pas en mesure, au moment où je parle, de cibler une cellule, même à 80%. On injecte, on espère que ça dans la bonne cellule. C'est tout le débat avec mon collègue Pascolo de l'Université de Zurich qui prétend le contraire. Non, on injecte, ça va n'importe où parce qu'on ne sait pas cibler. Et la preuve, c'est que leur papier chez Pfizer, à Zurich et ailleurs, ils sont en train d'essayer de mettre au point, ce ciblage moléculaire. Et alors, ils présentent ça à la foule dans les papiers pairs comme après le succès fantastique de la vaccination ARN du Covid, on va faire encore mieux. On va maintenant cibler la cellule. Ça inverse la proposition, ce qui fait que le défaut qu'ils nient devient leur possibilité de faire encore mieux. Well, il aurait peut-être fallu mieux avant, pendant les 20 ans. Il y a d'autres problèmes, mais je ne veux pas perdre votre temps dans l'interview. Il y a des problèmes, évidemment, de pharmacocinétique, ça veut dire de timing. Combien longtemps le produit reste dans le corps? Ça, on le sait, il y a des gens qui ont des reculs chez certaines personnes de 644 jours, chez d'autres, ça doit partir en 2 jours. Il y a aussi quelque chose là. Et pourquoi ça se passe? C'est parce qu'on n'a pas les outils pour contrôler ça. Et alors, il y a le grand problème, tarte à la crème, qui m'irrite beaucoup parce que c'était prévu. Les prix Nobel de l'année passée, pour que l'ARN messager ait une chance de faire sa protéine. Un ARN messager exogène, il est détruit en quelques minutes. Donc, on doit stabiliser. Oui, mais même s'il est stable, il est détruit en quelques minutes parce qu'il n'emploie pas la bonne langue moléculaire. Même si le code génétique est universel, il y a des patois différents. Le patois de la bactérie n'est pas le patois du virus, n'est pas le patois de l'humain, n'est pas le patois de la vache. C'est des petits trucs subtils, mais la machinerie cellulaire immunitaire innée, le système de base génétique, reconnaît ces patois. Et quand il voit une séquence qui ne vient pas d'ici, il s'en débarrasse, même si elle est stable. Donc, ils ont réussi par la 1-méthylpseudouridine, donc en modifiant ces séquences de messagers ARN, en rajoutant une base physiologique, mais qui est modifiée, qui donne la stabilité, mais surtout qui fait que cet ARN messager passe comme une lettre à la poste, n'est pas attaqué. Et ils le disent dans les conclusions de leur papier, ça nous permet d'éviter la réaction immune contre l'ARN. Mais ce qu'ils oublient de dire, mes collègues prix Nobel, c'est qu'une réaction immune contre l'ARN, ce n'est pas des anticorps, c'est une réaction spécifique. Si un ARN exogène synthétique pour le vaccin anti-Covid passe, les ARN de staphylo, de strepto, d'hépatite et même du cancer passent aussi et ne sont pas, parce que nos cellules cancéreuses ont aussi des variations là-dedans, et donc ne sont pas attaquées par le système immunitaire de base. C'est le moteur de l'immunité. Donc l'immunité est là, une partie innée qui est le moteur, on pourrait dire que c'est la vitesse, le contour, quelle est la force du système au niveau génétique, puis il y a l'immunité des anticorps, appelée humorale pour les spécialistes, et puis il y a l'immunité cellulaire avec les lymphocytes et il y a une dizaine de cellules blanches différentes dans notre plasma, et donc voilà. Et au niveau de base en immunité innée, ouvrir la porte en grand à la survie d'un ARN synthétique, c'est ouvrir la porte en grand à tous les ARN possibles exogènes, qu'ils soient de bactéries, de virus, de parasites, et la littérature existe. Il y a plein de gens qui sont malades toutes les semaines ou tous les mois. Il y a des gens qui ont des parasites. On a vu des parasitoses assez bizarres qu'on voit dans les patients HIV, style Pneumocystis carini, Aspergillose, etc., qui augmentent en fréquence. Alors on dit, ouais, c'est une infection fongique post-vaccinale. On ne croit pas que c'est dû au vaccin. Ouais, c'est dû à la baisse de l'immunité.
Et ça se passe chez 3% des gens. Encore une fois, mon problème, quand j'explique ça à la foule, on me dit, oui, mais c'est pas une catastrophe. Ça se passe chez 3% des gens et le même risque à chaque injection. Ça veut dire si on fait 10 injections, c'est 3%, puis la cohorte suivante sera 100%. Donc, je crois que ça donne ce qu'on appelle pour le moment ces cancers ultra rapides. Et on a des augmentations. Avéré, ces cancers ultra rapides. Est-ce qu'il y a une augmentation avérée des cancers ultra rapides? Oui. Le problème, c'est que c'est dur à publier. À cause du PIRE review, c'est très dur à publier. Je suis en contact et en train d'écrire un papier de ce genre avec Christian Perron et Jean-Marc Sabatier, donc des gens qui sont connus en France et qui me font l'honneur de me respecter et avec qui on collabore. Mais il y a des gens aux États-Unis. Il y a plein de petites séries où on montre statistiquement qu'il y a une augmentation des courbes. Mais ce que la doxa fait, c'est de dire, mais cette augmentation des cancers chez les jeunes a commencé dans les années 90, mon belgicisme. Et alors, ils montrent une courbe, mais ils ne montrent pas la courbe par année. J'ai fait une analyse sur les courbes actuaires belges par année et on voit très bien que c'est vrai qu'il y a une tendance qui augmente pour des raisons environnementales et de vie au début, puis ça se stabilise dans les années 90-2000, et puis ça reflambe un peu autour de 2010, ça se stabilise, et puis on voit que depuis 2021, hop, c'est un facteur x3, x4. Et donc, si on faisait l'analyse par type de cancer, par an et par sexe, c'est dans les données. Mais comme par hasard, les données de cancérologie épidémiologique en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis sont obtenables par type de cancer et par année jusqu'en 2019-2020. Et puis, ils font une grande catégorie 2020-2024 où ils viennent de dire, voyez, ça augmente. Et ça permet, c'est un lissage de courbe, ça permet de ne pas montrer la cassure et ça permet d'inscrire cette augmentation des cancers dans une augmentation historique, tendancielle qui a commencé il y a 20 ans. Donc, et ça, on doit commencer à casser et on doit publier. Donc, moi, je vous le dis, maintenant, tant que je n'ai pas les papiers dehors avec Perron, etc., les gens vont dire raconte n'importe quoi. Non, il y a assez de gens qui le voient dans leur pratique. J'allais dire quotidienne. Je suis en contact avec 250 médecins en Belgique, généralistes et spécialistes, qui me disent qu'ils voient des cancers, des polycancers. Et ça, c'est un petit argument en plus. En général, quand on a un cancer, c'est déjà pas bien. On en a un. Mais on en a rarement deux à la fois qui commencent en même temps. On peut en avoir deux séquentiellement. Mais ici, on a des gens qui, malheureusement, en ont deux en même temps. Et alors, le délai entre le premier signe diagnostique et clinique, donc, les gens n'ont pas de problème, ils n'ont pas de facteur de risque, ils tombent malades, ils vont voir le médecin, on leur diagnostique quelque chose, on fait des tests sanguins, il y a un marqueur de cancer. Entre ce moment X et le passé, on avait, selon le type de cancer, 3, 4, 5, 10 ans et on était en thérapie et on avait des rémissions. Maintenant, on a parfois pour certains cancers, entre le premier signe qui vous dit « Oh, monsieur, madame, vous avez un problème » et le décès, 8 à 10 mois. Et ça, c'était très rare avant. Ça existait, c'était très rare avant. Maintenant, ça devient beaucoup plus fréquent. On appelle ça les turbocancers. Il y a toute une trollosphère et des gens, des collègues qui disent non, le mot n'existe pas, c'est pas officiel. Vous savez, la sémantique, c'est pas le combat ici. On a des gens qui, entre le premier symptôme et leur décès, il se passe moins d'1 an. C'était très rare avant, c'est fréquent maintenant. Il faudrait agir peut-être. Et je crois qu'il serait temps de faire des programmes de monitoring. Mais faire un programme de monitoring pour des gens à risque, par exemple, qui auraient des zonas. L'entrée dans le cancer est liée au zona. Pourquoi? Le zona est une preuve clinique chez un adulte qui serait vacciné contre la varicelle ou qui a déjà fait la varicelle étant petit. Le zona est une preuve clinique d'une régression de l'immunité temporaire. Heureusement que c'est temporaire, parce que si c'était définitif, nous serons dans un syndrome de sida post-vaccinal. Parce que c'est temporaire, ce n'est pas le sida, que je sois clair aussi, parce que le sida n'est pas temporaire. Mais donc, ce n'est pas du sida, ce n'est pas un syndrome d'immunodéficience acquis comme le virus HIV le donne, mais c'est un syndrome temporaire lié à l'inhibition de l'immunité innée par la 1-méthylpseudoridine. Désolé d'employer un mot vulgaire, comme la 1-MPA. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que chez ces 3% de gens, 1,8 dans les séries israéliennes, un peu plus ailleurs, il y a une douzaine de pays qui ont étudié ça dans l'année 2021 et 2022, on voit qu'il y a des zonas. Et tous les cliniciens de tous nos pays savent que je ne raconte pas une bêtise. Un zona de 2-3 mois post-vaccin, que ça vienne après 1 semaine, 2 semaines ou 4 semaines, moi je m'en fous. Un zona qui vient comme ça dans un ciel bleu chez des gens qui ne sont pas âgés, donc des gens qui n'ont pas 70, 75 ans, mais qui ont plutôt 50, 60 ou parfois plus jeunes, c'est un signe d'immunodéficience. C'est de cette cohorte-là que vont sortir les turbocancers.
Parce que les gens qui n'ont pas le zona, apparemment, ils ont bien résisté à la technologie. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je crois que je vais loin. J'ai des questions parce que, en fait, ce que vous dites, et vous le savez, est très anxiogène pour beaucoup de gens qui se disent c'est la fin du monde, on va tous mourir parce qu'il y a des vaccins. Moi, si je résume ce que vous dites, c'est qu'au fond, il y a une baisse des défenses immunitaires dues à la vaccination Covid. Dû à l'ARN. Ce n'est pas le vaccin, un vaccin comme tel. L'ARN messager qui concerne en gros 3% des maximum, personnes. Oui. Et donc, il y a 3% de ces personnes qui sont susceptibles, par le fait de la baisse des défenses immunitaires, qui sont susceptibles de développer des maladies, alors qu'ils peuvent être superficielles comme le zona, mais qui peuvent aussi être des turbocancers. Mais vous ne dites pas que 3% des gens vaccinés vont mourir d'un turbocancer. Non. Il faut bien le préciser parce qu'on est dans une époque où, en plus du fait de l'angoisse et du côté, ce que j'appelle les zinzins complot qui vivent dans la bulle, les nuances se perdent. On dit « Ah, il a dit que 3% des gens allaient mourir du turbocancer ». On va bien préciser, bien souligner, ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que je dis et j'ai même un message plus positif encore. Savoir cela me permettrait, si j'étais une autorité publique de santé, de dire on va faire un programme et on émet des notes alors de la santé vers tous les généralistes, parce que c'est la première ligne qui est essentielle, et puis vers les spécialistes pour dire si vous avez des patients qui ont ça, ça et ça, s'il vous plaît, rapportez, mais proposez-leur ça. Parce que quelqu'un qui a un zona, au lieu de lui donner de la cyclovir, la crème et dire au revoir monsieur, madame, c'est de faire une prise de sang pour des marqueurs tumoraux. Peut-être que 75% de ces gens vont être négatifs, mais dans les 100%, si 25% de ces gens sont chopés, comme on dit en belge, à temps par un marqueur tumoral qui a augmenté, on les sauve. Parce que le turbocancer, c'est pas pire qu'un cancer normal. La différence, c'est son turbo et sa vitesse. Si moi, je vais plus vite que lui, je rétablis, je dirais, l'égalité des chances. Et c'est là où j'en veux aux autorités, parce que nier un problème, c'est la meilleure façon de l'aggraver. Alors que le reconnaître, c'est, à la limite, c'est de la bonne politique de santé publique, tout simplement, à laquelle il faudrait revenir. Et moi, je ne vois pas quel est le problème pour mes collègues, pour les académies de médecine, de dire au gouvernement, écoutez, maintenant, laissez-nous gérer. On n'a pas fait 7, 15, 20 ans d'études parfois pour suivre des notes écrites dans un ministère par quelqu'un qui n'a aucune compétence en médecine ou en biologie. Parce que tous les ministres n'ont pas été, tous les ministres de la Santé n'ont pas été médecins et les médecins ont furent parmi les pires, mais quelque part, c'est pas ça, on ne peut pas remplacer la pratique médicale par une médecine administrative qui suit des guidelines écrites par des gens qui savent pas ce qu'un patient est. Ça, c'est un grave problème de la crise. On pourrait en parler longtemps, mais je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de la variole du singe qui s'intègre aussi dans cette espèce, j'allais dire dans les deux courants, dans cette espèce de volonté d'instaurer une gouvernance sanitaire mondiale où on découvre que l'OMS va tout piloter et que ça se fait avec des coefficients, des machins, des trucs. Des spreadsheets, c'est de la médecine par spreadsheet, par tableur et par modèle. Et en même temps, il y a cette grande angoisse mondiale de la variole du singe, c'est le nouveau Covid. Est-ce que la variole du singe est le nouveau Covid? Non. Et croix de bois, croix de fer. OK? Et je peux l'expliquer en termes clairs. Si vous me laissez 2 minutes. Je l'ai appelé avec des collègues belges et français lors de l'attaque en 2022, la raviole du Ouistiti. Et alors, on avait fait des chromos, des images comiques. On avait pris tous les experts belges. Et il y a un singe appelé le vervet qui, malheureusement, a des testicules d'une couleur bleu turquoise qui se voit des kilomètres. Et donc, j'avais mis en ligne, par exemple, les experts du gouvernement belge en disant « Je ne sais pas ce qui m'arrive, malgré toutes mes précautions, mon distanciation, j'ai le problème de monkeypox. » Et j'avais plein de réactions sur X. Des gens, il y a 2-3 qui me disent « J'ai avalé mon café de travers, je suis tombé de mon fauteuil. Ah, c'est génial. » Hormis l'aspect blagueur, parce qu'il faut garder de l'humour, ça parle aux gens, ça voulait montrer aux gens c'est un non-problème. Et voilà, maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est un non-problème. La variole du singe est endémique dans des forêts équatoriales au centre de l'Afrique. Donc, c'est la ligne tropicale de l'Afrique.
tropical et même pas subtropical, c'est vraiment assez tropical. Et il y a plusieurs familles, il y a 2 grandes familles, mais on l'attrape, ce virus, soit par morsure éventuellement d'animal dans les villages en bordure de jungle ou en bordure de forêt, soit par morsure de rongeur. On l'appelle la variole du singe, mais vous pouvez l'attraper par d'autres morsures. Soit par contact direct sanguin. Et je vais revenir sur les transmissions. Mais je voulais d'abord dire qu'il y a 2 familles de varioles de monkeypox. C'est le clade, comme on dit, c'est un mot vulgaire encore, on va dire la famille de l'Ouest africain et la famille de l'Est africain. Les 2 familles sont très différentes, pas génétiquement, mais il y a assez de différences pour avoir une différence clinique. La famille de l'Ouest, elle a 0% de risque. Il y a 0% de mort. C'est le clade qui a donné lieu à cette fausse alerte de 2022. Donc, on a essayé de nous faire croire qu'on allait mourir pour un virus dont tout le monde savait qu'il n'y avait rien circulé, il n'y a rien à voir. Bon, le virus de l'Afrique de l'Est, donc plus profond, vers les hauts plateaux, au Congo par exemple, celui-là, il a 7 à 10% de morbidité et de mortalité combinée. C'est-à-dire qu'il y a un vrai risque. Mais si on regarde qui a le risque, si quelqu'un a la maladie et qu'on le traite et qu'on le prend en charge, ce risque diminue drastiquement. Quand on dit un risque létal, c'est quand on vous laisse par vous-même, parce qu'on diminue toujours la létalité quand on agit. Mais non, est-ce qu'il y a moyen d'agir contre un virus? Oui, contre ce virus, comme contre tous les virus, nous avons des médicaments puissants qui diminuent les charges virales. Ils sont tabous. Et c'est des médicaments qui marchent contre tous les virus. Savoir, par exemple, que l'hydroxychloroquine, cher au docteur Raoul, a diminué les charges virales dans le Covid, ça marchera de la même manière dans la grippe, ça marchera de la même manière dans la variole du singe. Ivermectine, même chose. Et amantadine, qui est un vrai antivirus reconnu, c'est encore la même chose. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ces médicaments sont donnés, on peut diminuer les charges virales. Il faut les donner très tôt. Qui dit diminution de charge virale, diminution des symptômes et diminution des transmissions. Donc, c'est un effet bénéfique pour la personne et c'est un effet bénéfique pour la transmission à la santé publique. Maintenant, les complications de ces virus, c'est principalement des anomalies de peau, c'est des surinfections. Et en Afrique, je ne vous explique pas, si vous avez une infection grave de la peau, vous commencez, si vous n'avez pas d'antibiotiques en quantité suffisante, etc., à en souffrir et vous risquez votre vie. Donc, en gros, voilà, il y a 2 familles. Il y en a une qui n'a pas de risque, l'autre qui a un risque qui est réel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce virus ne peut pas se transformer facilement. Il ne peut pas se transporter facilement. C'est comme l'Ebola. C'est des virus qui sont dans le sang, comme l'hépatite. Ça veut dire qu'il faut un contact sanguin direct, ou il faut des relations intimes. On parle de la communauté gay. Oui, c'est logique quelque part. Je veux dire, si moi, je vais avoir une relation sexuelle avec un Ebola, je risque d'attraper l'Ebola. Ça ne fait pas de l'Ebola une MST. C'est la même chose pour la monkeypox. Mais donc, c'est un vrai risque. Et surtout, le risque dont personne ne parle. Au-delà des sécrétions, vous savez, les larmes, pas tellement, mais la salive peut-être, le sperme, les sécrétions vaginales. Mais au-delà des sécrétions naturelles, il y a les couvertures et les vêtements. Nous avons des pustules sur la peau. Quand celles-ci explosent, il y a du virus vivant, beaucoup de virus morts et beaucoup de pus, de lymphocytes tués. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est naturel d'avoir, si j'en ai un peu partout sur la peau, d'avoir mes vêtements ou ma literie qui est contaminée. Et ça, c'est une source de contamination fréquente. Et personne n'en parle. Mais c'est le vrai risque, et finalement, les vêtements et la couverture. Et ce n'est pas un grand risque parce qu'il suffit de laver. Ces virus ne résistent pas à un lavage, même à froid, donc il n'y a pas de problème. Par contre, il faut le dire aux gens. Maintenant, ce que je vois dans la littérature et dont il faut tuer, parce que c'est vraiment des aberrations, c'est croiser ça en rue, en parlant avec quelqu'un. Perron l'a dit, et moi aussi, c'est pas un virus qu'on va attraper, on a une conversation au coin d'une rue avec quelqu'un qui est malade. D'abord, il faudrait que la personne ait des pustules dans le larynx et la trachée, c'est déjà pas évident. Ensuite, il faudrait qu'il parle comme un vulgaire pour avoir tous les postillons. Et en plus, il n'y a pas assez de virus dans un postillon, parce qu'il faut entre 3400 et 4000 capsule virale pour avoir une chance de s'infecter. Donc, il faut vraiment un contact physique ou même locutoire rapproché. Donc, quelqu'un qui sera en famille et qui vit 24/7 avec quelqu'un d'autre a un vrai risque, mais quelqu'un qui croise quelqu'un d'autre dans la rue n'en a pas. Et donc, comme on ne sait pas transmettre ça, ce n'est pas un virus aérogène, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Un gain de fonction ne peut pas faire passer un virus sanguin pour un virus aérogène, c'est impossible. Et donc, parce que ça demanderait
trop de changements dans trop de gènes. Ce serait quasiment une nouvelle espèce. Parce que c'est le cycle de vie du virus qu'il faut améliorer. Et ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné et fait en quelques mois, même avec soi-disant la recherche sur gain de fonction. Donc, c'est un non-risque de transmission pour nous. Parce que les porteurs sains, s'ils n'ont pas de vésicule, etc., on les voit venir, les gens malades. Donc, il n'y a pas la notion de porteurs sains cachés. C'est spectaculaire comme maladie. Pardon ? C'est très spectaculaire comme maladie. Oui, c'est spectaculaire. C'est comme la vraie variole en étant beaucoup moins grave et pas le mortel. Et ça se voit, on n'y échappe pas. Et donc, que l'OMS vienne en essayant de créer sur base de PCR le problème pour faire croire qu'il y a un grand problème mondial, c'est qu'une sorte de redite de ce qu'on a vécu avec le Covid. Et cette fois-ci, ça aura peu de chances de passer parce que maintenant, lors de Covid, on n'était pas beaucoup, quelques centaines sur Terre à se battre. Maintenant, nous sommes des millions à dire il faut arrêter les bêtises. Comment on explique quand même que les autorités... Faites coucou à votre chien, parce que le torturez pas votre chien. Stop. Stop. Merci. Non, mais il a sa gamelle, il a tout, il a l'eau, mais bon, il se sent un peu seul. Il a besoin de son papa pour être rassuré. Comment on explique que l'OMS, au fond, recommence la même comédie avec une maladie qui manifestement va être beaucoup plus difficile à vendre? Parce que le Covid, on pouvait mettre en avant, il y a des morts, finissez intubés à genoux pendant 3 semaines dans une chambre c'était horrible. La variole du singe, ça va être plus compliqué. Comment on peut expliquer que l'OMS se réessaye au même exercice avec les mêmes techniques? Parce que la cible est différente. C'est du moins mon interprétation. Ils montrent des images d'enfants. OK, c'est pour protéger les enfants. Donc, en gros, on a une maladie locale avec des facteurs de risque définis qui, pour le moment, ne se voient qu'en Afrique, avec 1 ou 2 rares cas ailleurs basés sur des PCR. Donc, on ne sait pas si c'est un zona ou si c'est un vrai cas de monkeypox. Là, il y a un autre débat. Mais on va dire, faites gaffe aux enfants. Et donc, je crois qu'il y a des parents qui vont être naturellement sensibles en disant « Oui, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais ». C'est l'argument du « on ne sait jamais ». Et donc, ce sera une campagne qui cible principalement les enfants. Et j'ai publié sur X quelque chose qui m'a valu à la fois des sourires et à la fois de la réprobation. Je dis donc, on a une maladie chez les travailleurs du sexe au Rwanda, c'est une raison pour vacciner tous les enfants à Bruxelles. Chercher l'erreur. Donc, mais au-delà de ça, je crois qu'ils ont aussi essayé de mobiliser la communauté LGBTQ. Et là, c'est sournois. Vous savez que les gays et lesbiens sont très proches de leur santé parce qu'ils ont souffert dans les années 80-90. Donc, s'il y a un groupe d'humains qui est très, très prudent avec les virus, avec la santé, c'est eux. Et si on dit ça cible, le virus a changé, il cible principalement la communauté gay, il y a beaucoup de gens dans cette communauté-là qui va dire « Eh les gars, c'est sérieux, hein ?» Et donc, c'est une instrumentalisation, c'est mon interprétation, du bon vouloir et de l'activisme d'une partie de la population qui sait qu'elle a été à risque. Et ici, elle est encore une fois à risque. Mais je ne crois pas que le gay à Paris est à risque. Je crois que c'est plutôt en fonction des voyages des gens, s'il y a vraiment un infecté par monkeypox qui a des relations non protégées avec quelqu'un à Paris. Donc, vous voyez, c'est un problème circonscrit. Mais moi, je crois qu'ils osent parce qu'ils ont un autre narratif. C'est pour les enfants et maintenant, et les gays, soyez prudents et expliquez aux autres. Donc, dans ma communication, j'essaye de dire, parce que j'ai des copains gays, je dis, écoutez les gars, vous ne faites pas instrumentaliser parce que tout le monde va se sentir mal. Bon, j'ai peut-être pas raison. Je vous dis ce que je ressens et ce que je crois voir. Est-ce que, parce que je voudrais terminer cette interview, et merci du temps que vous lui consacrez, je voudrais terminer cette interview par des notes à la fois rationnelles et positives, puisque vous le savez, comme plein de gens se disent, on ne sait jamais, pour mes enfants, je vais lui infliger un vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est probablement moins pire que la maladie. Il y a aussi plein de gens qui fantasment sur, ils veulent nous tuer avec des vaccins, la 5G, de transformer en robot, et à un moment donné, tout le monde vit dans ces bulles. Oui. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez donc clairement nous dire aux parents qui se disent « Ouais, mais par précaution pour mes enfants », est-ce qu'il est dans leur intérêt de vacciner leurs enfants contre le monkeypox, contre la variole du singe, notamment avec de l'ARN messager? C'est une très bonne question. Je vais dire tout de suite qu'il faut savoir raison garder. Et ce n'est pas facile parce que beaucoup d'informations et leur contraire sont donnés en pâture. Et alors, il y a des gens de bonne foi qui tombent dans des dérives.
parce qu'il y a des choses qui technologiquement sont possibles. Ce n'est pas parce que la 5G existe et qu'on peut faire des nanorécepteurs, et c'est des domaines du labo de physique, qu'on les met en masse dans les vaccins. Donc, il faut et c'est pas facile de garder tout le monde du côté de la raison, parce qu'on ne sait jamais, et les gens vont voir, oui, mais vous n'avez pas la preuve que ça n'existe pas. Non, mais j'ai pas la preuve que ça existe non plus. Donc, il y a un vrai problème là. Et pour venir au vaccin lié monkeypox et puis prendre de la hauteur, comme votre question le suggère, au niveau du monkeypox, on a le choix de vaccins. Un vaccin ARN, moi je dis depuis 4 ans maintenant, les ARN arrêtés, c'est pas prêt. Tout produit ARN, hors vaccin même, va avoir les mêmes 5 problèmes. Il y a une vidéo qui circule que j'ai faite avec les gens de chez Bonsens.org. Il faut que les gens comprennent parce que c'est vraiment du basique. J'essaye d'être clair et didactique. J'ose espérer que je le suis. Nous avons 5 problèmes avec la technologie qui ne sont pas résolus, donc on ne peut pas l'utiliser comme tel. Mais à côté de ça, donc ça veut dire que moi, je ne vaccinerai jamais mes enfants avec la technologie ARN, surtout pour un non-problème. Déjà, pour un vrai problème, j'hésiterais. Et pour un non-problème, là, il n'y a pas photo. Redites, bon, moi, j'ai dans ma famille des médecins qui sont... c'est reconnu par le... Donc, c'est un bon produit. Est-ce que vous pouvez redire à ma famille, ma belle famille de médecins, dont des médecins universitaires, les bonnes raisons qu'il y a à dire... Les ARN ne sont pas un produit prêt parce qu'on ne contrôle pas la dose, on ne contrôle pas la localisation de l'expression de la protéine, donc du produit vaccinal ou autre, on ne contrôle pas son décours temporel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pharmacocinétique, on ne contrôle pas même la qualité de la traduction. On sait qu'avec les glissements de séquences, on peut avoir d'autres produits non désirés et ça se passe vraiment. Il y a eu un papier dans Nature à succès et on ne contrôle pas non plus le gate, la porte de l'immunité innée. Si ces 5 raisons ne suffisent pas à faire croire que le produit n'est pas prêt, je ne sais plus quoi dire. Par contre, c'est plus grave encore que votre belle famille ne le pense, on n'a pas les outils pour contrôler. On ne sait pas mesurer spike in vivo, il faut des méthodes très raffinées pour la différencier du spike non vaccinal, etc. Donc, ça veut dire, non seulement on ne sait pas contrôler, mais la science dont je fais partie n'a pas mis au point les outils. C'est comme si je mettais une voiture avec un moteur sur le marché, mais je n'ai pas de tachymètre, parce que je n'ai pas encore inventé l'idée de la vitesse. C'est un problème, ça. Donc ça, c'est la première chose pour rassurer votre famille ou essayer de la convaincre. À côté de ça, il y a le vaccin classique qu'ils veulent proposer, qui est le vaccin antivariolique. Et là, moi, je tire une vraie signal d'alarme. Je passe pour un fou, mais je ne suis pas fou. Qu'est-ce qui se passe? Le vaccin antivariole, ce n'est pas la variole humaine. La variole humaine, c'est smallpox. Tous les virus de la variole sont les champions de la recombinaison moléculaire. C'est quoi la recombinaison moléculaire? C'est comme le jeu des 7 familles. On s'échange des gènes comme on s'échange des cartes parce qu'on se ressemble. C'est ça vraiment. Et c'est statistique. Ça se passe une fois sur 10 000, une fois sur 1 million, une fois sur 10 millions en fonction des séquences et des espèces. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vaccin antivariole classique humaine qu'on a eu jusqu'en 1980 en France et en Belgique, donc vous et moi, nous sommes protégés. Les gens qui sont nés après ne le sont plus. Contre la variole humaine, je veux dire. La variole humaine, c'est une souche mortelle. Il y a quand même 23 à 30% de mortalité dans le temps. Il ne faut pas oublier ça. Mais par contre, le vaccin, ce n'est pas la variole humaine, c'est la variole de la vache, où c'est une souche atténuée, qui est pas une variole humaine proprement dit, mais elle a 96% de séquences identiques à notre variole à nous. Donc, la variole vaccinale, qui n'est pas une variole humaine, parce qu'il y a des gens qui essaient de dire, le type, c'est pas ce qu'il dit, parce que, non, je sais ce que je dis. C'est un virus identique à notre virus à nous, qui est dans la souche Ankara, qui est dans le vaccin, qui est à 96% identique. Et elle est défective. Ça veut dire quoi, défective? Elle ne sait pas se multiplier vite. Ça veut dire qu'on fait une scarification, ça se reproduit un peu, c'est un vaccin vivant atténué, il y a une réaction locale d'immunité. Et puis, ce virus atténué, il lui manque 3 ou 4 gènes qui sont nécessaires pour qu'il infecte à distance, pour qu'il passe d'une cellule 1 à une cellule 2, ou pour qu'il puisse se servir des cellules sanguines pour se disperser. Donc, c'est ça la défection. Il a 3 à 4 gènes, je ne me rappelle plus si c'est 3 ou 4, qui sont défectifs. OK, jusque-là, c'est safe. Enfin, il y a des effets secondaires, mais c'est safe. Surtout s'il y a un vrai risque. C'est toujours le rapport risque-bénéfice quand on vaccine des gens. Et il se fait que monkeypox a ces 4 gènes ou 3 gènes parfaitement fonctionnels. Il n'est pas mortel. Donc, on a d'un côté un virus non mortel qui peut se disperser dans notre corps dès qu'il est dedans, et on a un virus atténué qui est vaccinal, qui n'est pas mortel, mais qui a la potentialité, si on lui redonne les cartes et les bons codes, à se réactiver. Et donc, le vrai risque d'un scénario à la Jurassic Park, c'est pas une foutaise, c'est réel. Alors, on va me dire, oui, mais non, je n'y crois pas
à 100%, mais, enfin j'y crois à 100%, mais je n'y crois pas que ça va se passer tout de suite. Mais c'est une question statistique. Si ça se passe une fois sur 10 millions, ça veut dire que toutes les 10 millions de rencontres entre le virus vaccinal, donc la souche atténuée du vaccin humain classique contre la variole, et monkeypox chez un patient qui aurait monkeypox, ça veut dire qu'il y a sur 10 millions de rencontres entre ces deux bestiaux, ça a une chance de se passer. Comme si on commence à vacciner en masse, on dépassera largement 10 millions de rencontres, surtout qu'il faut voir le nombre de virus, etc. Donc, en gros, ça devient une certitude. Quand dans les quelques mois, on réactive un virus qu'on avait éradiqué sur la planète. Pour moi, ça, c'est de la folie. Donc, les deux alternatives pour le monkeypox, le vaccin ARN messager, c'est non, parce qu'il a trop de risques par rapport au risque du virus. Bon, le risque du virus est quasi nul, et le risque du vaccin, c'est pas rien. Surtout ARN. Et le vaccin normal, c'est un risque social et sociétal majeur, c'est de faire un apprenti sorcier, un jeu d'apprenti sorcier encore plus pour réactiver un virus qui serait plus dangereux que ce qu'on a maintenant. Voilà, j'espère avoir été clair. Je ne veux pas que les gens paniquent, je veux juste qu'on ne dise pas. Justement, alors donnez-leur un message d'espoir. Beaucoup de gens sont mobilisés contre ce qu'on a appelé la dictature sanitaire, des mesures d'urgence imposées pour nous protéger du Covid. Ça a été vécu très douloureusement pour certains. Les lecteurs du courrier en font partie généralement. Est-ce que vous diriez que 4 ans après, le réveil, le combat qu'on a pu mener, la façon qu'on a eu d'argumenter face aux normies qui nous expliquaient « obéissez, vous ne posez pas de questions », est-ce que c'est plutôt victorieux? Est-ce qu'au fond, on est parvenu à contenir les volontés autoritaire du monde de la santé? On va vers la victoire, mais c'est lent. Et ça, je ne peux pas le nier. Ça veut dire que si je compare la situation par rapport à 2020, des gens comme moi, on n'était pas de bon coup, on se faisait vraiment lyncher à chaque fois qu'on ouvrait la bouche. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, il y a une prise de conscience, et la plus belle preuve de cette prise de conscience, c'est qu'il y a eu plus de 70% de vaccination Covid, et à un certain moment, après la deuxième dose et les boosters, les gens ont dit non. Les gens ont commencé à comprendre. Et maintenant, ils ont tellement de mal qu'on doit détruire des stocks. Donc, il y a une prise de conscience que Covid a été une pantalonnade. Les gens n'ont pas encore compris qu'il y a eu des morts sur ordonnance. Ça va plus loin. Mais il y a eu une vraie pantalonnade gouvernementale et coordonnée au niveau international. Ça, les gens ont compris, donc c'est une grande victoire. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri du même tam-tam médiatique tant qu'on n'a pas corrigé le tir. Donc, comme les États restent en place, comme les gens n'ont pas été punis, comme il n'y a pas eu de commission d'enquête, pourquoi s'arrêterait-il? Voilà. Et ça, c'est le risque. Et je crois que cette année-ci, 2024, est critique. J'avais dit une fois en ligne à des gens, c'est un peu borderline, mais je crois que je veux que les gens comprennent. C'est la tête coupée de Louis XVI montée à la foule qui a fait paniquer toutes les têtes couronnées d'Europe et qui nous a fait, après les guerres napoléoniennes, le monde moderne. Donc, je ne dis pas qu'il faut couper la tête de Fauci ou de mettre Macron en place de grève sur un piquet. Ça, ce serait de la violence, je ne peux pas. Par contre, il faut confronter ces gens à leurs responsabilités sociétales. Et je crois que le politique, quelle que soit sa couleur de gauche ou de droite, n'est pas encore prêt à assumer. Et ce qui est marrant, c'est ce qui se passe aux États-Unis pour le moment. Bon, on peut aimer ou ne pas aimer Donald J. Trump, c'est un prévaricateur, c'est tout ce qu'il est. Mais il est hors du système. Et il y a des gens maintenant, même de gauche, qui disent, à la limite, he's a bully, he's a fool, but if we can corner him well, he can kill all the bullshit. Donc, je vais traduire en français dans la langue de Voltaire. Il y a des gens qui trouvent qu'un Trump 2, s'il est entouré par une administration avec des gens corrects et forts de personnalité, pourrait, par son attitude hors système, de démolir une partie de ce narratif. Maintenant, ça, j'en sais rien, parce que Trump, c'est Trump, donc c'est peut-être pas non plus une solution gagnée d'avance. Mais je crois qu'il faut que les gens fassent pression sur le politique. Tant que monsieur et madame tout le monde, tant que les normies ne veulent rien voir, en disant, moi je veux rien savoir, ça s'est passé. Non, ça se passe encore. Il recommence. Et le QR code et le pass de la honte, si on regarde les termes pour voir les activités, il y a des gens qui m'en ont voulu, mais là, je suis prêt à me battre jusqu'à la mort. J'ai regardé des notes de Vichy.
Vous savez, les fameuses directives anti-juives où on ne pouvait pas aller dans les restaurants, on ne pouvait pas rentrer dans l'administration. Si on regarde le texte des 15 ou 16 interdictions et qu'on regarde les 15 ou 16 interdictions du pass sanitaire, mais c'est un coupé-collé, à part le fond qui change et la couleur du papier. Il y a un moment où les gens doivent se réveiller et dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et ça, je crois que c'est à la fois un message réaliste, on n'a pas encore gagné, mais un message d'espoir, parce qu'on ne peut pas revivre ça. Et je crois que la France, par sa culture, et ça m'embête pour moi. Moi, j'ai la moitié de ma famille est française parce que mon ex-épouse est française, mes filles sont françaises, j'ai plein de gens en France. Mais ce qui m'intéresse dans la France, c'est une qualité de vie, mais c'est aussi cette restlessness, comme on dit en anglais, le fait que le français se plaint tout le temps. Ça, c'est essentiel. La France, comme les États-Unis, sont deux pays qui ont été créés sur une révolution qui a été bizarre parce qu'elle a été faite au nom des droits de tout un chacun. Les deux pays, c'est comme un miroir quelque part. À quelques années d'intervalle, il y a deux révolutions sur base des droits du citoyen, des droits de l'homme face à la machine. Et il ne faut pas le perdre. Et je crois qu'il y a cette fibre à l'intérieur du pays français, comme à l'intérieur du pays américain, qui s'exprime différemment, de rébellion. Mais elle n'a pas encore atteint son niveau critique. Donc voilà ma réponse. Je crois positivement qu'on va s'en sortir et par le haut. Ça demande plus d'explications de gens comme vous, de ce que je fais, des Perron, des milliers de gens qui travaillent tous les jours à essayer de parler à leur famille, même si on les envoie au diable, et surtout d'atteindre les 3 ou 4% de la population qui vont être nécessaires pour qu'il y ait un basculement de narratif. Et on y arrive. Je crois qu'on y arrive parce qu'on est aidé en cela par le délire total de nos gens au top. Non seulement ils n'arrêtent pas, mais ils se croient tout permis et ça se voit de plus en plus. C'est notre chance, en réalité, nos meilleurs alliés dans ce combat. C'est la bêtise adversaire. Merci pour cette note optimiste. Quand vous voulez sur le courrier, c'est un plaisir de vous interviewer. Et puis de toute façon, on suit cette affaire Monkeypox. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Eric. Et je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait aussi. N'inversez pas les rôles. OK. Bye bye.